Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle en ce mercredi 27 janvier 2021. Alors, aujourd'hui, on parle des syndicats de copropriétaires qui ne déclarent pas leur sinistre parce que le sinistre coûte moins cher à réparer que le montant de la franchise. Les copropriétaires qui ne paient pas la franchise parce qu'ils ont peur de perdre leur assureur, ça c'est une autre donnée. Si un sinistre survenait dans votre immeuble en tant qu'administrateur, oseriez-vous prendre la décision de ne pas le déclarer? Même si vous ne voulez pas réclamer, est-ce que vous prendriez le risque de ne pas le déclarer avec les risques que ça suppose? Parce qu'il y a des risques à ne pas déclarer un sinistre. Il faut se comprendre. Et Maître Papineau, lorsque je vais présenter mes invités, va vous le dire clairement. En termes légaux, il y a un risque énorme. Alors, l'autre volet dans cette émission, dans cette web radio qui se scinde en trois, c'est la responsabilité parfois mal assumée par certains syndicats qui, parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils sont méconnaissants, ce n'est pas leur faute nécessairement, disent aux propriétaires victimes de sinistres, c'est pas le syndicat qui paye, c'est toi. Le propriétaire relance la balle, dit non, non, c'est pas moi qui paye, c'est toi. Et là, ça peut durer 6 mois, 1 an. On embarque dans un imbroglio, dans des tensions inutiles, alors qu'en fait, il y a des choses logiques à savoir et les administrateurs doivent savoir que dans certains cas, pour ne pas dire plusieurs, c'est le syndicat qui paye. Les immeubles qui font l'objet d'une infiltration d'eau, troisième partie. Alors, peut-être, je ne vous le souhaite pas, peut-être que vous vivez dans un immeuble où l'eau s'infiltre depuis des années et vous ne le savez pas. Et quand vous le découvrez, mais là, la surprise est énorme. Elle est proportionnelle au degré de dommages causés. Alors, Hubert Saint-Pierre, ingénieur en bâtiment, va nous expliquer ça. Bonsoir, Hubert. Bonsoir, Yves. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété, également va nous parler de l'administration, de la gestion des sinistres en copropriété. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Maître Yves Papineau, avocat émérite que vous connaissez. Plus besoin de présentation, Valérie non plus. Également, je suis avec Jean-François Pellan. Bonsoir, Maître Papineau, pardon, j'ai oublié de... Bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir. Bonsoir. Je ne recommencerai plus jamais ça, là. Bon, OK. J'avais déjà fait ça moi avant? Je pense que non. Jean-François Pellan, courtier en assurance de dommages qui remplace à pied levé Vincent Gaudreau, donc chez Gaudreau Assurance. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, François. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, qui va nous exposer la technicalité des réclamations. Très intéressant. Avant de commencer, évidemment, les petites choses d'usage à savoir dans la copropriété, surtout, ce que je veux dire, c'est si je fais le partage d'écran, je dois d'abord dire que cette émission est une présentation de Condo Stratégie, une firme en gestion de copropriété qui donne leur juste, du personnel compétent, une structure de travail bien établie et un plan de match infaillible. 3 ingrédients réunis pour déployer une stratégie adaptée à votre réalité. Pour une gestion immobilière sans pareil, un seul mot-clé, Condo Stratégie. Il y en a 2, mais c'est 2 mots collés. Alors, ça fait 1. Condo Stratégie, donc, qui vous offre le meilleur de la copropriété pour de plus amples renseignements. Visitez le site web de l'entreprise à condostratégie.ca. Vous voyez ici, condostratégie.ca. Et quelqu'un vous répondra et vous donnera toutes les réponses à vos questions. Si vous avez besoin d'un gestionnaire de copropriété, je crois que Condo Stratégie est une option de choix. Je vous rappelle également que sur le site condolégal.com, vous pouvez aller dans l'onglet Assurance, fiche pratique, et dans l'onglet Assurance, fiche pratique, et vous avez une série de fiches pratiques et de sous-fiches qui traitent de l'assurance en copropriété, que ce soit l'assurance du syndicat, des administrateurs, assurance des officiers d'assemblée, assurance du gestionnaire, assurance du copropriétaire, qui est obligatoire d'ailleurs depuis le octobre 2020. Alors, également, je vous rappelle que vous pouvez consulter une fiche pratique sur le fonds d'auto-assurance parce qu'il va en être question pendant cette web radio. Le fonds d'auto-assurance qui deviendra obligatoire le 15 avril 2022 et vous aurez 2 ans pour le constituer.
il y a 2 formations qui se donnent ou qui vont se donner prochainement sur l'assurance en copropriété. Et ça se trouve sur le site web du RGCQ. Alors, vous allez fr.rgcq.org, activité condo 101, 20 novembre. Et cette formation s'adresse aux néophytes, aux personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est l'assurance en copropriété. Alors, vous aurez une formation condo 101 faite sur mesure pour les administrateurs qui souhaitent apprendre les rudiments de l'administration d'une copropriété, offerte en partenariat avec le cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Alors, ce n'est pas l'assurance, pardon, c'est sur l'administration. Celle-ci est sur l'assurance, tout sur l'assurance condo. Alors, ceux qui veulent en savoir plus sur l'adoption des projets de loi 141 et 41 sur l'assurance en copropriété, eh bien, c'est la formation toute trouvée pour vous. Alors, maintenant que cela est dit, je reviens à nos invités. Première question, Maître Papineau. Est-ce que c'est une bonne chose? La loi oblige tout syndicat à déclarer un sinistre, mais en vertu de l'adoption du projet de loi 141 en juin 2018, il peut ne pas réclamer d'indemnité. Est-ce que, pour vous, c'est une bonne chose, Maître Papineau? C'est-à-dire qu'il peut ne pas réclamer d'indemnité, c'est sûr, mais je ne suis pas certain que ça change quelque chose parce qu'on est obligé de déclarer le sinistre quand même et les assureurs sont un petit peu frileux. Qu'ils aient à débourser ou pas, il reste qu'ils vont tenir compte dans votre dossier que vous avez eu un sinistre. Ouais. Alors, souvent, le problème n'est pas le montant qu'ils ont déboursé pour l'indemnité, c'est le nombre de sinistres que vous avez. Alors, on a ce choix-là, mais je ne suis pas certain que c'est vraiment dans l'intérêt du syndicat. Mais là, M. Papineau, il y a plusieurs syndicats, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, là, qui se disent, bon, j'ai un sinistre, ma franchise est de 10 000 $, mon sinistre coûte 8 000 $ à réparer. Je ne le déclare pas, je ne dis pas un mot sur la game, comme dirait l'autre, je n'en parle pas à mon assureur, je fais faire les travaux, on paye la franchise de toute façon, mais je ne le déclare pas. Alors, il y a quelque chose, il y a un incitatif à ne pas déclarer si les dégâts coûtent moins cher à réparer que le montant de la franchise. Est-ce que ce n'est pas un raisonnement idéal, mais je pense qu'il y a plusieurs syndicats qui raisonnent comme ça, là. Ben écoutez, c'est un incitatif. Malheureusement, la loi vous oblige à déclarer les sinistres. Que le montant soit moindre que la franchise, ça ne peut pas vraiment être un incitatif. Il faut le déclarer. Et il y a des conséquences à ça. L'assureur qui va apprendre que vous avez omis de déclarer un ou plusieurs sinistres a 2 recours. Le premier, c'est de dire, écoutez, si j'avais su les sinistres que vous avez, la prime n'aurait pas été de X, mais elle aurait été X plus, et vous me devez la différence. Mais il y a la situation qui est la pire, où l'assureur va dire, avoir su que vous aviez ces sinistres-là, je ne vous aurais pas assuré, donc je vous renvoie votre chèque que vous m'avez envoyé pour payer la prime et j'annule la police rétroactivement, donc je ne paierai pas le sinistre. Ouais. Ça, c'est un peu moins drôle. Là. Effectivement. Jean-François Pelland, courtier d'assurance de dommages, est-ce que vous faites face à ce genre de situation? Le client vous appelle, écoute, on a eu un sinistre, là, ça coûte 9 000 quelques piastres, puis nous, on a une franchise de 10 000. Qu'est-ce que tu nous suggères? Est-ce qu'on déclare ou pas? Parce que quand tu déclares, comme vient de dire M. Papineau, c'est une tâche à ton dossier. Puis on sait que les assureurs, aujourd'hui, ont la mèche très courte. Ça ne prend pas grand-chose, puis ils vous disent au revoir. Qu'est-ce qu'on fait, Jean-François? C'est délicat comme situation, non? Je rajouterais peut-être juste quelque chose à ce que M. Papineau vient de dire dans l'optique peut-être d'une troisième possibilité, à savoir que l'assureur règle la perte, mais décide d'annuler le contrat par la suite pour aggravation de risque, parce que le faire en disant la fausse déclaration est souvent assez complexe pour un assureur de le faire. Là. Ça, c'est des cas qu'on a déjà vécu. Maintenant, pour répondre à la question, un assuré qui téléphone effectivement, qui est dans cette situation-là, a l'obligation de déclarer. Donc, déontologiquement, on va effectivement devoir lui rappeler, puis à un moment donné, lui lancer la balle, mais c'est des situations qu'on vit, puis on les vit toujours. Là. Le fait de ne pas réclamer à l'assureur versus déclarer,
je pense que trop souvent, ce qui n'est pas réclamé n'est pas déclaré. Ce qui n'est pas réclamé n'est pas déclaré. Mais effectivement, comme Maître Papineau le dit, si l'assureur l'apprend, ça peut être très, très dommageable pour un syndicat de copropriétaires. Mais je me fais l'avocat du diable, là. On n'a jamais déclaré nos sinistres, par exemple. Les 4 derniers sinistres, le syndicat n'a pas déclaré ses sinistres. Il n'y a pas de conséquences. Tout est beau, personne ne le sait. Est-ce que les risques que l'assureur le sache sont grands? Est-ce qu'ils l'apprennent et comment ils pourraient l'apprendre? D'abord Jean-François, puis après Maître Papineau là-dessus. Bien, souvent, au moment du règlement du sinistre, bon, selon l'unité qui est touchée dans un syndicat de copropriété, l'expert va jaser. Puis c'est souvent en faisant parler un petit peu le copropriétaire visé, qui n'est pas nécessairement un administrateur, qui va dire ben oui, c'est quelque chose c'est la 3e fois que ça arrive, ou donc va raconter un petit peu son histoire. Puis c'est là que les petits drapeaux rouges vont se lever. L'expert en sinistre, lui, va noter son dossier, va redonner ça à l'assureur. Puis effectivement, c'est des choses qui peuvent se rendre éventuellement en souscription. Alors, Maître Papineau, toute chose finit par se savoir. Est-ce que c'est ce qu'il faut conclure? Peut-être pas toutes, mais une bonne partie. D'autant plus que l'assureur, quand il va aller avant de souscrire ou lors d'un sinistre, il va aller faire une visite. Il va aller poser des questions, il va regarder l'immeuble, il va voir qu'il y a eu des réparations qui sont mal peinturées dans le corridor, il va poser des questions. Alors, malheureusement, c'est prendre un risque que de ne pas déclarer. Ne pas déclarer. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété. Rebonsoir, Valérie. Bonsoir. Toujours heureux de vous retrouver. C'est une habituée, mesdames, messieurs, vous le savez. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à poser des questions à nos invités qui y répondront dans la mesure où la question est en lien avec les sujets d'aujourd'hui, bien évidemment. J'ai d'ailleurs une longue question ici. Je vais me risquer à la poser, mais la question est pertinente, mais elle est très longue. Je la poserai quand même à qui de droit ici. Valérie, ça vous arrive probablement, vous aussi, d'avoir à conjuguer, d'avoir à composer avec des syndicats qui disent « Coudon, j'ai pas envie de le déclarer, je veux pas perdre mon assureur. On en a déjà perdu un, je veux pas le perdre parce qu'après, il y en a plus. Il y en a plus un qui va vouloir nous assurer. » Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Bien, écoutez, François, dans la situation où on est pris cette année, puis depuis les 2-3 dernières années, c'est qu'en fait, on a vraiment mis un fardeau très, très lourd sur les syndicats par d'amener un fonds d'auto-assurance. Les primes d'assurance, le dossier des assurances a augmenté, a explosé parce que beaucoup de sinistres et tout ça, manque de prévention dans les syndicats. Mais c'est comme si le syndicat est pris entre l'arbre et l'écorce. Parce que moi, il y a certaines situations où je ne suis pas à l'aise non plus de faire une déclaration parce qu'on va, on va dire à notre syndicat, ben vas-y, déclare ça, tu n'as pas de besoin. On est rendu avec des fois dans des syndicats de 80 unités avec des primes de 75 000. Fait qu'on peut-tu comprendre qu'il y en a des petits dégâts d'eau qui vont être réparés ici et là, puis etc., etc. Mais c'est comme si on est complètement pris entre l'arbre et l'écorce parce qu'on ne sait pas quoi conseiller à notre syndicat. Et après ça, après coup, si on lui a dit « déclare tout pour être bon citoyen », après ça, le bon citoyen, il va se faire charger la totale. Puis après ça, il va avoir de la misère à trouver un assureur, puis etc., etc. Et là ça grossit en boule jusqu'à une boule extraordinaire. C'est comme s'il n'y a pas de bonne réponse, puis c'est plate parce qu'on ne peut pas suggérer à nos clients et à nos syndicats de copropriété de faire la bonne chose parce que les deux sont bonnes, mais pas pour la même personne. Vous parliez d'une prime de 75 000 et la franchise, des montants de franchise de combien? En fait, excuse, la franchise. C'est la franchise. Oui, c'est ça. C'est 80 portes, mais c'est quand même 75 000 c'est pas rien. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est énorme. Puis effectivement, vous êtes les gestionnaires, vous êtes vous-même pris entre l'arbre et l'écorce parce que vous avez un devoir éthique de dire la vérité, puis de dire à vos syndicats de dire la vérité. Sauf que à vouloir dire la vérité, finalement, ça se retourne contre nous parce que l'assureur nous dit au revoir, c'est fini. Vous avez eu 2 sinistres en l'espace d'un mois, alors je ne renouvelle pas votre contrat. Hubert Saint-Pierre, vous êtes ingénieur en bâtiment, vous allez nous expliquer toutes des choses tout à l'heure à propos des infiltrations d'eau. Mais est-ce que vous voyez ça, vous aussi, des situations comme ça où vous allez chez le client, puis le client vous dit
L'eau s'infile depuis 5 ans, j'ai réclamé à mon assureur, puis il ne veut pas payer. Oui, des histoires comme ça, on entend, c'est sûr, régulièrement. Quoique quand ils nous font appel à nos services, c'est pour investiguer, en fait, puis trouver la cause source. et la solution. Là. Ouais. Donc, déjà, il y a eu une réflexion qui a été faite de leur part suite à des expériences passées. L'idée, c'est de prévenir. Quand on est là, c'est qu'on fait réaliser que c'est des choses qui auraient pu être prévenues par de l'entretien. Nous, on arrive, le dégât est fait. Et sauf que ce que je constate beaucoup, c'est que les gens hésitent à investiguer, justement. Ils pensent aux dégâts, réparer le dégât. On remplace le plancher. Puis ils vont appeler le premier entrepreneur du coin de la rue. Il va arriver avec son tube de caulking, puis il va sceller, puis il s'en va. Il n'y a pas eu de recherche d'investigation qui pourrait amener à faire une action supplémentaire pour se garantir que ça ne reviendra plus. Parce que essentiellement, ce que je vois, c'est la crainte des assureurs, c'est l'historique qui n'est pas bonne. Mais pour éviter d'avoir des mauvaises histoires, c'est de l'entretien. On revient toujours à ça, le déficit d'entretien. Jean-François Pelland, il y a encore beaucoup de syndicats, je pense, puis vous l'avez dit avant l'émission, qui confondent le contrat d'assurance avec un contrat d'entretien. Pourriez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Effectivement, on pense à tort. Je pense, en tout cas, plusieurs pensent que notre couverture tout risque est une couverture tout risque, puis et qu'on ne lit pas comme étant sauf les exclusions, mais un contrat d'assurance, ce n'est pas un contrat d'entretien. Puis la plupart du temps, quand on détermine la cause d'un sinistre, on se rend compte que c'est des choses qui auraient pu être évitées. Donc, il y a eu un défaut d'entretien au fil du temps. On a repoussé d'une année, 2 années la toiture. On a fait un petit peu la même chose au niveau du scellement des fenêtres et ainsi de suite. Donc, effectivement, ces risques-là sont la plupart du temps exclus, l'usure normale, le dommage graduel. Donc, je le répète moi souvent à mes clients, là, la police d'assurance n'est pas un contrat d'entretien. Donc, il y a des choses de prévention à faire pour éviter les réclamations qui, en les ouvrant, on va se rendre compte qu'ils ne seraient pas couvertes pour les mêmes raisons. Jean-François, j'ai une question d'une auditrice. En fait, c'est un commentaire. Vous pourriez commenter le commentaire. Mon assureur me disait de ne pas réclamer idéalement pour un sinistre. Idéalement, on ne réclame pas, mais on déclare, mais on ne réclame pas. On essaie de payer de notre poche, mais on est encore dans la même spirale vicieuse, c'est-à-dire on déclare, on ne réclame pas, mais on a une tâche au dossier. Dans la mesure où c'est l'assureur qui le dit, par contre, je pense que la chose est faite. Donc, on vient de le déclarer. L'assureur suggère de ne pas le réclamer. Là, je le verrais plus d'un œil de gestion de risque en disant peut-être que c'est mieux de le passer de votre côté puis d'éviter la réclamation, mais quand c'est suggéré par l'assureur, surtout. Ça veut dire que l'assureur ne mettra pas de tâche au dossier, quoi? C'est un peu ça que ça veut dire. J'aurais tendance à croire, effectivement. Ah, c'est ça. Maître Papineau, la copropriété en maison de ville, nous n'avons pas d'assurance sinistre. Est-ce que cela existe? Nous avons bien sûr l'assurance responsabilité. Là. Peut-être que vous allez pouvoir démêler ça. Là. Écoutez, s'ils n'ont pas d'assurance sinistre, ça ne va pas bien. La loi les oblige à en avoir. Oui. Est-ce que c'est une... parce qu'il y a des régimes de copropriété divise où les maisons jumelées en rangée, le montage de l'assurance n'est pas le bon. Hein? On voit ça, Maître Papineau. Hein? Ben, c'est-à-dire qu'il peut arriver que la déclaration de copropriété prévoit que la maison est une partie privative en totalité et qu'à ce moment-là, on ne fait qu'assurer, le syndicat va assurer les parties communes, puis n'assurera pas les parties privatives, ce qui est contraire au code. Mais il y a beaucoup d'assureurs qui ont de la misère à comprendre ça. La loi est très claire. Le syndicat doit assurer autant les parties communes que les parties privatives. Ouais. Alors, dans le cas des maisons de ville, elles doivent être assurées par le syndicat. Il n'y a pas de question. Oui, alors que dans certains projets, les maisons de ville sont assurées individuellement. Alors, ce n'est pas la bonne formule. Si la déclaration dit que c'est une copropriété divise, là, on est dans le champ, si on veut. Là. Bien, écoutez, la loi dit, le problème, c'est que la loi est faite pour tout le monde de façon générale. Alors, elle ne parle pas des exceptions qui sont les maisons qui ne sont pas attachées ou les maisons qui sont toutes seules. Elle ne fait pas non plus état de la copropriété par phase, mais le principe à l'article 1073, c'est que c'est le syndicat qui assure toutes les parties privatives et les parties communes.
Hubert Saint-Pierre, j'arrive à vous, mais je pose une question à poser à Valérie Couture. Valérie, parmi vos clients, ceux qui croyaient que, peut-être que ce n'est pas le cas, vous allez me le dire, ce sont peut-être tous des clients modèles, parce qu'il y a de très bons administrateurs en coopérative aussi, qui sont appuyés par de très bons gestionnaires aussi. Les administrateurs découvrent une infiltration d'eau insidieuse depuis des années. Alors, on va appeler l'assureur, il va nous couvrir. L'assureur dit non, 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 moi je couvre un événement soudain, je ne couvre pas un événement sur le long terme qui se produit depuis des années. Mais là, les dégâts se chiffrent à 200 000 $. Ils n'ont pas les moyens de payer. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est la même mécanique que d'habitude. Une chose qui est certaine, qui est quand même très, très tranchante, c'est que le syndicat, lui, va aller chercher l'argent et il sait où. C'est dans la poche des copropriétaires. Ouais. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, arrivent des années comme on vit là. On arrive avec des années où est-ce que là, les syndicats, depuis 1 an, commencent à s'énerver parce que fonds de prévoyance oblige, carnet d'entretien oblige, fonds d'auto-assurance oblige, assurance en franchise augmentée, etc. Là, c'est tout qui est en même temps. Et là, arrive ce que vous venez de dire, un sinistre qui est sournois depuis plusieurs temps et qui fait un ravage énorme. Bien là, c'est la cerise sur Sunday parce que les gens ne sont pas prêts à ça du tout. Puis là, on embarque dans ça la COVID. Ça fait 1 an qu'il y en a qui ont moins de revenus. Puis là, tout le monde, c'est sûr qu'il y en a qui veulent surfer sur ça. Mais la seule chose que le syndicat sait, c'est qu'il y a des travaux à faire et qu'il doit les faire. Et si c'est des travaux de cette ampleur-là, il doit investir dans des gens pour les chapeauter comme la firme d'Hubert, Oui. pour leur dire comment c'est arrivé, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit corrigé. Et le devis, parce qu'on a beaucoup de misère aussi, c'est que nous, comme gestionnaires, là, on ne peut pas bâtir un devis. Là. Ça, c'est des professionnels. Donc, il y a plusieurs syndicats qui sont là. Ah, ben là, on va trouver 2, 3 gars, ils vont faire des soumissions. Il n'y a personne qui soumissionne sur la bonne chose ou sur la même affaire. On ne compare pas des pommes avec des pommes. Fait que là, on a en plus ce problème-là de est-ce qu'on va bien faire les travaux? Est-ce qu'on a lésiné pour engager quelqu'un de compétent pour faire la surveillance des travaux, le certificat de fin de travaux, les paiements, tout ce qui s'ensuit de ça? Fait que c'est sûr que c'est des graves problèmes quand notre bâtiment actuellement est en manque d'entretien, puis on est pris avec des sinistres, puis on est en manque de prévention parce qu'on a laissé aller ça. Ouais. Et là, maintenant, on veut rescaper tout. On veut faire changer toutes les valves de toilette, couper l'eau partout, les modules de coupure d'eau. C'est trop, tout est trop en même temps. Ça fait beaucoup à la fois. Ouais. Hubert Saint-Pierre, pour enchaîner avec ce que Valérie Couture vient de dire, lorsque le syndicat découvre, après plusieurs années, une infiltration d'eau insidieuse, pernicieuse, qui affecte la structure, là, il faut agir. L'assureur ne paye pas. Alors, c'est le syndicat qui doit payer, que ce soit avec des cotisations spéciales, que ce soit avec le fonds d'exploitation, mais il doit y en avoir qui pigent dans le fonds de prévoyance. Alors, est-ce que ce sont des travaux qui peuvent être financés par le fonds de prévoyance? Première question. Puis deuxièmement, quel est le plan d'action quand on voit des choses comme ça, des immeubles qui sont grevés par des infiltrations d'eau épouvantables, et là, il faut réparer. Bien, en fait, est-ce qu'on peut prendre l'argent du fonds de prévoyance? Par définition, un fonds de prévoyance, comme le mot dit, prévoit, c'est-à-dire que l'étude que normalement le syndicat fait faire, on prévoit des dépenses d'entretien majeur et de remplacement. Un sinistre, ce n'est pas prévu. C'est ça. Donc, quand la toiture arrive à la fin de sa durée de vie utile, c'est normal. Oui. Il y a de l'argent de prévu dans le fond. On peut prendre l'argent dans le fond. Mais s'il y a un dégât qui coûte 50 000 il n'y a pas rien de prévu dans le fond pour ça. Quoique le solde du fonds de prévoyance peut être suffisant pour payer ça. Oui. Mais par rigueur administrative, on va faire une cotisation spéciale plutôt que d'hypothéquer le fonds. Oui. Il y a des cas, vous dites, on entend l'expression sournois. Effectivement, il y a beaucoup d'infiltrations, c'est des petites quantités, c'est dans l'intérieur des murs. Quand bien même que les copropriétaires administrateurs sont de bonne foi, ne perçoivent pas le dommage qui se produit depuis des fois longtemps. Ça, c'est sournois. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand on parle de sinistre, on parle souvent d'infiltration, donc d'infiltration d'eau. Il y a toutes sortes de sinistres, là, mais je pense que je ne sais pas les statistiques, mais je pense que la majorité, c'est des infiltrations d'eau.
Un bâtiment doit être normalement étanche. Hein? Un constructeur qui livre un bâtiment, ça doit être étanche. Mais quand on regarde la composition de l'enveloppe du bâtiment, que ce soit la toiture et les murs extérieurs, ce n'est pas une membrane, là. C'est un assemblage de matériaux qui permet même un peu d'infiltration. On appelle ça un écran par pluie, par exemple. Un parement de maçonnerie va absorber de l'eau. Il y a par contre, l'architecte, quand il fait la conception de l'enveloppe, prévoit que la petite quantité d'eau qui peut rentrer va s'évacuer et ne fera pas de dommages à l'enveloppe du bâtiment. Malheureusement, il y a beaucoup de constructions. Le diable est dans le détail. L'étanchéité n'est pas parfaite. Et donc, l'eau va s'infiltrer quelquefois à presque toutes les pluies importantes, mais ça ne crée pas de dommages. C'est quand on fait une ouverture qu'il y a un dommage plus grand, après quelques années, la moisissure qui est installée, on ouvre les murs, puis là, c'est une boîte de Pandore. Là, on s'aperçoit que c'est majeur. C'est majeur. Et là, il y a un plan. On doit mettre en place, on doit faire un plan. Comment ça se passe? Le syndicat qui est responsable, il ne veut pas faire ça par n'importe qui, ni par un entrepreneur qu'on ne connaît pas. Il faut un professionnel du bâtiment, premièrement, pour chapeauter tout ça, là. C'est sûr que ça prend une volonté, là, une rigueur de l'administration. Merci. Ça part de là. Ouais. S'il y a des gens qui hésitent à payer quelques centaines ou milliers de dollars à un professionnel, ça part mal. Il faut comprendre, moi, j'essaie de sensibiliser beaucoup les copropriétés, de dire c'est quoi la valeur de votre immeuble. Vous êtes prêt à payer combien? Vous payez des primes d'assurance énormes. Puis le consultant qui pourrait venir investiguer chez vous, ça ne coûtera pas une fortune. Et ça prend un plan de match parce que le réflexe humain de monsieur, madame, tout le monde qui font ce que j'appelle la petite gestion. Ah, ben, on va appeler quelqu'un qui ne nous coûte rien, c'est-à-dire l'entrepreneur du coin de la rue, comme je disais tout à l'heure. Ben oui. Lui, un entrepreneur, par défaut, ce n'est pas quelqu'un, normalement, ce qu'il veut, lui, c'est de faire des travaux, d'avoir un programme clair. Je viens faire des travaux. Faire de l'investigation, c'est une autre approche complètement. Fait qu'un entrepreneur arriver là puis facturer quelques heures avec quelqu'un qui vient pour faire un trou, il va voir selon son expertise, puis il va simplifier ça beaucoup. À moins qu'il voit que c'est vraiment la totale, puis dire, bien, ici, il faut tout arracher. Fait que bon. Fait que l'administration est prise à évaluer tout ça. Alors, ça prend un professionnel qui l'évalue comme il faut, l'ampleur du dommage, la cause, puis faire un plan de match. Puis ça prend quelques milliers de dollars des fois pour investiguer. Donc, nous, on va venir avec un entrepreneur, un maçon, on va lui donner des instructions, on va faire des tests d'eau, on va faire des échantillonnages, des percées exploratoires pour être capable de donner un portrait au client pour dire tant mieux, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça peut être super important comme travaux. Puis là, on fait un plan de match, on planifie les cotisations spéciales, plans et devis, puis que les travaux soient d'une façon permanente ou semi-permanente là, pour corriger le problème. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent poser des questions à nos invités qui vont y répondre avec plaisir, évidemment que ce soit en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et je demanderai aux auditeurs, j'en ai manqué une, la question était longue, si l'auditeur en question pouvait la reposer et la raccourcir, ça m'aiderait beaucoup parce que pour que je puisse la poser, la question, il me faudrait peut-être 5 lignes, 6 lignes maximum. Je le dis parce que je souhaite pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, si vous pouviez les raccourcir, ça m'aiderait. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, évidemment, mais ceux qui posent des questions plus longues, je vous demanderai de les raccourcir. Ça va nous aider. Hubert Saint-Pierre, il faut se méfier. Hein? S'il y a des réparations à faire importantes, prenons l'exemple d'une membrane élastomère sur une terrasse qui arrive à sa fin de durée de vie utile, puis là, l'entrepreneur arrive, il dit, moi, elle est encore bonne pour 15 ans ta membrane, puis j'en mettrai une autre par-dessus. Il faut se méfier de ce genre de commentaires-là. Hein? Oui, tout à fait. On rencontre de toutes sortes d'entrepreneurs là, qui vont faire des propositions qui ne sont peut-être pas adéquates. Là. C'est pour ça que ça prend quelqu'un qui n'a pas d'intérêt participer à spécifier des travaux d'une façon ou d'une autre. L'entrepreneur va souvent proposer ce dans quoi lui, il est à l'aise de faire et qu'il connaît bien. Mais ce n'est pas le cas dans le bâtiment. C'est plusieurs sciences qui interviennent et plusieurs spécialités. Il faut être capable
faire les bons choix. C'est ça. Je pense que c'est important, François, ce que Hubert vient de dire, parce que M. Papineau va pouvoir me guider là-dessus. Il y a un article, il y a quelque chose qui oblige les administrateurs à prendre les mesures nécessaires pour que ce qui doit être fait soit bien fait. Tu sais, dans le sens que et d'investir dans des professionnels comme Hubert, ça fait juste libérer le conseil d'administration du pourquoi ça a été fait comme ça, puis pourquoi on a choisi tel entrepreneur, puis comment, parce que souvent, quand on arrive en assemblée générale, on dit, ben on va faire une cotisation spéciale de 200 000 là, c'est OK, mais c'est quoi la garantie sur cette toiture-là? Là, si on a le malheur de leur dire 35 ans, tout est beau, on est en feu, mais là, il y a une différence entre le matériel 35 ans, la pose, etc., etc. Tandis que c'est ça l'avantage d'investir un certain montant, puis qui est très banal selon moi, pour prouver à nos copropriétaires qu'on n'a pas de blanche, puis qu'on a tout fait pour que ce soit bien fait. Effectivement, Valérie, vous avez tout à fait raison. Vous avez parfaitement raison. Maître Papineau, là, j'aimerais que vous nous disiez aux auditeurs pourquoi c'est important de ne pas piger dans le fonds de prévoyance lorsque ce n'est pas requis. Alors, le syndicat n'a pas d'argent pour réparer un bâtiment qui est détrempé par l'eau. Ça coûte 300 000, 400 000 $. Et dans le fonds de prévoyance, on a 1 million. Là, on pourrait peut-être aller tricher puis aller le chercher. Puis c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, regarde, on a l'argent, on l'a. On paye avec le fonds de prévoyance. Pourquoi il ne faut pas faire ça, M. Papineau? Ben, premièrement, parce que c'est contraire à la loi. Oui, mais encore. Déjà là, c'est une bonne raison. Deuxièmement, c'est que la journée qu'on va avoir besoin de l'argent qu'il y avait dans le fonds de prévoyance, on ne l'aura plus. Et là, il y a des copropriétaires qui vont dire non, non, regarde, là, moi, là, j'avais contribué au fonds de prévoyance. Là, tu me charges que j'ai déjà payé. Et là, on va dire oui, mais d'un autre côté, tu n'as pas payé pour la réparation parce qu'on l'a pris là. On ne peut pas faire ça. Le conseil d'administration, de toute façon, doit donner l'exemple. Il ne peut pas lui dire, écoute, on sait qu'on n'a pas le droit, mais on va aller emprunter dans le fonds de prévoyance, puis on va rembourser, mais on le sait tout le monde, là. Moi, les syndicats qui ont remboursé le fonds de prévoyance au complet dans un délai raisonnable, il n'y en a pas beaucoup. C'est parce qu'on pénalise aussi les générations futures d'acheteurs en ne remboursant pas le fonds et en pigeant dedans à des fins contraires à sa vocation. Et pas juste, François, on pénalise pas juste l'acheteur, on pénalise le vendeur. Parce que le vendeur, quand il vend, puis il y a un fonds de prévoyance d'1 million, c'est une chose. Mais quand il vend le même immeuble avec un fonds de prévoyance à 500 000, il n'y aura pas le même prix de son acheteur, là. Oui, la valeur des condos peut chuter, effectivement. Là, j'ai la question qui est revenue. Je vais la poser. Un tuyau de bain a coulé et endommagé le plafond du copropriétaire d'en dessous. Vu le coût des dommages qui sont inférieurs à la franchise de la copropriété, ma question, est-ce qu'il aurait dû faire ça? Est-ce qu'il aurait dû faire sa demande à son assureur et à son assurance à payer la franchise de la copropriété ou c'est mieux de ne pas déclarer la fuite d'eau aux assureurs? Peut-être Jean-François Pelland ou M. Papineau? Ben, il y a deux choses dans ça. En fait, là, par rapport à la baignoire, en fait, il peut avoir une responsabilité d'un copropriétaire qui serait fautif. Là, le syndicat pourrait aller récupérer jusqu'à la franchise, là, ce que prévoit maintenant la loi 141. Donc, souvent, ce qui arrive, ce qu'on voit, c'est que c'est le copropriétaire qui arrive à un accident qui appelle son assureur. Et là, c'est déclenché. On dit, là, à ce moment-là, on va dire, ben, vous devez appeler le syndicat. Donc, et là, la suite s'enclenche. Une autre question pour vous, Jean-François Pelland. Qu'est-ce qu'on fait? Une auditrice qui a posé la question, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est plus assurable? Quand plus personne, quand les assureurs ne veulent plus de vous, que vous êtes rejeté comme le vilain canard boiteux, là, qu'est-ce qu'on fait? Comme celui qui a la COVID aujourd'hui. Oui. Ben non, jamais on ferait ça. Jamais. En fait, c'est des situations qui sont très rares, mais qu'on voit, là. En fait, c'est que devient assurable d'une certaine façon. On va arriver avec des primes qui vont être astronomiques, là, mais vraiment astronomiques, avec souvent des contrats qui, parce que les catastrophes sont arrivées, puis il y a eu fréquence de sinistres avec des exclusions de dommages par l'eau parce qu'on en voit. Plus assurable, malheureusement, en 2021, on en voit des fois des syndicats qui se retrouvent
plus d'assurance pendant un certain nombre de jours. Puis c'est excessivement grave là, parce que ces copropriétaires-là devraient à téléphoner leur propre assureur de partie privative. Là, ils ont une hésitation à le faire en disant si je fais ça, on risque de plus m'assurer. Mais on devient plus assurable parfois avec, même en essayant d'améliorer un risque en voulant proposer des franchises très élevées, demander à un assureur d'augmenter la prime. À un moment donné, ces solutions-là ont toutes été épuisées, puis on arrive devant le mur. Donc, le mur, c'est, écoutez, on ne couvre plus vos dégâts d'eau. On vous impose une franchise de genre 100 000 150 000 votre prime est à temps. Alors, arrangez-vous pour ne pas avoir de sinistre parce que la seule chose qu'on va couvrir, finalement, c'est la perte totale. C'est un peu ça, là. Ça ressemble à ça, hein? La responsabilité. Mais effectivement, il y a des syndicats de copropriété qui sont dans cette situation-là ces dernières années. Maître Mais, Papineau, ces j'ai une question. situations-là, Oui, Valérie? ces situations-là que Jean-François fait référence, là, c'est que ça pose aussi un problème un peu plus loin quand tu n'es plus assuré pour les dommages par l'eau. Exemple, quand zéro, Maître Papineau peut peut-être répondre à ça, mais le créancier qui est en arrière de l'unité des copropriétaires, Oui. est-ce qu'il peut mettre en péril ça? Comment, tu sais, je veux dire, ça va loin, là, jusque où? Puis, en fait, on arrive là à des situations pas exceptionnelles. Il y en a quelques-uns, donc 3 ou 4 syndicats sur 100 qui ne sont pas assurés du tout pour l'eau. Ben oui. Maître Papineau, justement, pour donner suite à ce que Valérie Couture vient de dire, le prêteur d'un copropriétaire peut rappeler son prêt hypothécaire en pareille situation. C'est évident. Dans son acte hypothécaire, il est prévu que vous devez être assuré. Si vous ne l'êtes pas, ben vous êtes en défaut. Si vous êtes en défaut, il peut rappeler son prêt. Il peut rappeler son prêt, puis là, s'il rappelle son prêt, ben là, ton condo, hein, tu peux dire, tu peux faire le deuil de ton condo, n'est-ce pas? Une autre question d'une auditrice. Est-ce que le syndicat peut emprunter de l'argent, advenant qu'il n'en a pas, pour faire réparer son bâtiment? Est-ce qu'il peut emprunter de l'argent à la banque? Maître Papineau, peut-être? Ou Valérie? Oui, il y a des institutions financières qui le font. C'est pas facile, ce ne sont pas toutes les institutions, mais il y en a qui le font. Et c'est de plus en plus possible. Oui. Jean-François, je reviens à la phobie de perdre son assureur. Est-ce que vous avez de plus en plus de clients qui ont développé une phobie de perdre leur assureur? Des clients, oui. Je vous dirais que le bureau avec mon vice-président que vous connaissez, Vincent, est très sollicité dans des dossiers problématiques. Puis on en vit présentement des situations de dossiers non renouvelés. C'est catastrophique là, parce que la personne qui est assise chez le notaire puis que le notaire attend la preuve d'assurance du syndicat pour faire une transaction puis qu'il n'y a plus de transaction, il n'y a plus de certificat ou de contrat d'assurance en vigueur. Les condos viennent de perdre une valeur immense. Les gens sont plus capables de vendre et ainsi de suite. Mais heureusement, ce sont des rares exceptions, mais c'est quelque chose qu'on vit actuellement. C'est une tendance qui s'annonce. Maître Papineau, admettons, dans l'hypothèse où une copropriété perd son assureur et que ça prend 3 à 4 mois pour en retrouver un autre, heureusement, quand ça se peut, les administrateurs, on sait qu'ils sont responsables et que leur assurance ne couvrirait pas une sous-assurance ou une absence d'assurance. Est-ce que s'il survient un sinistre pendant ce vide de 3-4 mois, les administrateurs pourraient en répondre de leur responsabilité personnelle? Bien, les assureurs, s'ils démontrent qu'ils ont fait tout en leur pouvoir pour obtenir une couverture d'assurance, on ne peut pas les obliger à inventer des couvertures. C'est sûr que, comme vient de dire Jean-François, si on appelle Vincent Gaudreau, puis on lui dit Vincent, trouve-nous une assurance, un assureur, puis que Vincent n'est pas capable, ben regarde, on va dire au juge, on a demandé à Vincent, qui est un des champions là-dedans, puis même lui n'était pas capable, moi je ne peux pas faire mieux. Là. Hubert Saint-Pierre, vous devez avoir des syndicats, vous arrivez chez le syndicat, on n'a pas d'argent, on n'a plus d'assureur, il faut réparer, qu'est-ce qu'on fait? Ça doit être stressant, ça? Oui, c'est très stressant, on le voit bien. C'est sûr que ça passe par une cotisation spéciale parce que quand on est en mode urgence ou semi-urgence, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent plus retarder, il faut enclencher le processus. Alors,
c'est de se faire accompagner pour au moins contrôler le programme, le projet, la planification, appeler la cotisation spéciale, c'est sûr et certain. On vit ça assez régulièrement chez nous. Ouais. Mais François, M. Sallier, si vous me permettez. Allez-y, M. Papineau. Je ne veux pas que les auditeurs se couchent ce soir en disant « j'aurais pas dû écouter cette émission-là ». Mais il faut comprendre que généralement, les syndicats qui n'ont plus de couverture d'assurance, généralement, ils ont un peu couru après. Parce que si j'ai un syndicat qui gère correctement, si j'ai un syndicat qui veille à la prévention des sinistres, j'ai un syndicat qui fait l'inspection de l'immeuble régulièrement, qui fait l'inspection des parties privatives, des chauffe-eau, des tuyauteries et tout ça, qui a décidé de mettre des systèmes d'arrêt automatique d'eau quand il y a des fuites d'eau, généralement, ces syndicats-là, ils n'ont pas de problème à s'assurer, là. Ouais. Alors, qu'on nous dise, oui, il y a des syndicats malchanceux. J'en ai un que quand c'est pas les égouts en avant qui refoulent dans le garage, c'est la rivière en arrière. Ça, tu peux pas faire grand-chose. Mais généralement, c'est de la mauvaise planification, du mauvais entretien, puis des gens qui veulent pas dépenser, qui se ramassent dans cette situation-là. Évidemment, la web radio de ce soir... Maître Papineau a raison, François. Si je peux ajouter sur ce que Maître Papineau vient de dire, c'est que Maître Papineau a mis le doigt sur « on a sous-investi dans l'entretien depuis des années. On a attendu à la dernière minute et là, le rideau se déroule devant nos yeux. Il n'y a pas d'argent pour être en entretien préventif. Il n'y a pas d'argent dans le fonds de prévoyance. Tout est à bâtir en même temps. Fait que c'est pour ça que les gens sont un peu essoufflés parce qu'il n'y a pas eu de plan de match qui a été respecté. On a payé des frais de condo, mais on n'a pas pensé plus loin que de dire ça ne fait aucun sens que ce qu'on paye, ça ne fait aucun sens. Et les montants au fonds de prévoyance devraient être mensuellement de 75 $ minimum par unité, puis les gens sont à 32 puis sont comme « wow, on met beaucoup d'argent ». Ils trouvent qu'on paye trop cher. D'ailleurs, l'adoption des projets de loi 16 et 141 ont une raison. Ils sont justifiés et justifiables pour répondre un peu aux lacunes que vous venez de décrire, M. Papineau et Valérie Couture. Justement, Valérie, j'ai une autre question pour vous d'un auditeur, d'une auditrice. Qu'arrive-t-il avec les gestionnaires qui mettent de la pression pour faire des travaux dans les parties communes, même si le syndicat n'a pas de fonds? Évidemment, le gestionnaire, lui, il est là pour dire les vraies choses, sur le plan éthique, il est intègre, il doit dire la vérité, mais ce n'est pas toujours facile à entendre la vérité. Hein? Non, mais en fait, la question est très simple, c'est que ce n'est pas le gestionnaire qui veut faire les travaux, c'est l'obligation de l'entretien du bâtiment, c'est de le réparer. Ouais. Et ça, ça revient au conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut pas dire je ne répare pas parce que je n'ai pas d'argent. Hubert le dit à 2-3 reprises, on a des travaux à faire, on doit faire une cotisation spéciale et dépendamment du montant des travaux, il faut toujours un syndicat dans le fonds d'auto-assurance qui peut servir à ça, parce qu'on peut réparer si c'est un dommage par l'eau, etc. Et si c'est le manque d'entretien, bien, ça veut dire que notre budget, cette question-là avec notre budget, bien, il n'est pas viable. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour prendre la défense des gestionnaires ni des administrateurs, mais les gestionnaires de bonne foi, les administrateurs de bonne foi savent ce qu'il y a à faire. Ils prennent leur rôle au sérieux et malheureusement, ils se butent à des poches de résistance dans une copropriété qui ne veut pas faire les travaux parce que ça coûte cher, ça coûte de l'argent et pour eux, dépenser de l'argent, ça signifie, ça fait mal, c'est douloureux, alors qu'en réalité, une copropriété, ça ne s'entretient pas tout seul puis l'argent ne tombe pas du ciel. Puis justement, Maître Papineau, qu'arrive-t-il, une question là, avec les gestionnaires, non, si on demande une cotisation spéciale et que des copropriétaires n'ont plus suffisamment de revenus, ils ne peuvent pas les payer, les cotisations spéciales. Ça va mal, non? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça va mal. Ça va mal. Le problème, c'est que ça va mal pour tout le monde. Ça va mal pour le copropriétaire qui ne peut pas payer la contribution spéciale. Ça va mal pour le syndicat qui ne reçoit pas l'argent. Et ça va mal pour les autres copropriétaires
qui sont obligés d'avancer l'argent en attendant que le copropriétaire qui n'a pas l'argent la trouve. Ouais. Alors, ça va mal. Mais je reviens à ce que je disais tantôt. Peut-être qu'il faut faire attention où on achète, qui sont nos voisins, quel est le fonds de prévoyance, quelles sont les opérations. Il faut aussi faire attention à son budget, puis pas aller acheter quelque chose qu'on n'aura pas les moyens de payer et qu'il y a toujours des surprises dans l'immobilier. Le bonheur d'un immeuble, c'est que ça vous occupe constamment. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Ben là, quelque chose, il coûte quelque chose. Il coûte quelque chose. Une auditrice nous dit « Tout le monde devrait regarder cette web radio. » Alors, j'en suis fortin, j'en suis très heureux. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller chercher du monde pour venir nous écouter. Alors, plus on est de fous, plus on rit. C'est une façon de parler, évidemment. On n'est pas fous. Nous sommes des gens majeurs, vaccinés. Non, on n'est pas vaccinés encore. Ça s'en vient. Mais en tout cas, nous sommes des personnes majeures et raisonnables. Et je pense qu'effectivement, cette web radio a toute sa pertinence. Valérie Couture, on en a parlé tout à l'heure, mais je vais revenir là-dessus. Là. Les syndicats de copropriétaires, malheureusement, certains syndicats, pour ne pas dire plusieurs, sont constitués d'administrateurs qui ne savent pas comment gérer des sinistres. Le syndicat dit, les administrateurs disent au copropriétaire, c'est à toi de payer, c'est pas à moi. Le copropriétaire dit l'inverse, on se renvoie la balle, ça peut durer 6 mois, 1 an. Vous me disiez que ça peut poser des problèmes parce que là, vous devez appeler les sous-traitants, la compagnie de nettoyage pour procéder, mais tant qu'on ne sait pas qui paye, bien là, tout est bloqué. C'est parce que pour plusieurs administrateurs, ça marche comme à l'ancienne et mes collègues peuvent me corriger. Ça marche comme à l'ancienne, c'est qu'avant, il n'y avait pas de question. C'est que si j'avais fait un dégât, mon assureur prenait en charge la situation avec l'assurance du syndicat. Là, maintenant, comme les franchises sont plus élevées, etc., là, on fait intervenir un plombier, un gestionnaire d'urgence durant la fin de semaine, une compagnie pour venir faire de l'assèchement si c'est important, etc. Et là, après ça, le conseil d'administration dit « Ah, bien là, c'est pas nous autres à payer, c'est de sa faute la toilette qui a bouché. » Mais là l'engrenage de situations pas claires commence. Puis en fin de compte, on essaie de comprendre, de convaincre les administrateurs que les lois ont changé, on n'a plus la même force de frappe pour aller récupérer cet argent-là. M. Papineau va me corriger. Et là, il y a une incompréhension totale. Et là, les factures, bien, si on ne paye pas le plombier qui est intervenu en urgence, là, bien, il ne veut pas revenir dans ce syndicat-là. Non. Fait que là, appelle un autre plombier à 4 heures du matin, là, il ne vient pas. Fait que là, il y a d'autres problèmes qui s'enclenchent suite à ce que les administrateurs ne veulent pas payer. Mais je comprends que c'est frustrant aussi pour payer tout le temps pour ceux qui ne font pas attention, mais je crois que la vie en collectivité, des fois, ça vient avec des petits désagréments puis de grands bonheurs. Mais là, quand il y a une impasse, là, puis que les administrateurs et les copropriétaires restent sur leur position, et que aucune des parties ne veut céder, ça peut durer 6 mois, 1 an, ça devient une tragicomédie, cette histoire-là. M. Papineau? Bien, M. Sellier, c'est certain, mais il y a des travaux qui doivent se faire. Que le syndicat dise à l'appartement 1405, c'est toi qui as causé le dommage, on ne répare pas, ça peut être une chose. Mais l'appartement 1305, 1205 puis 1105, ce n'est pas leur problème. Et eux, ils sont assurés et le syndicat doit voir à leurs travaux. Ouais. Alors oui, effectivement. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, puis on le dit depuis longtemps, les problèmes en copropriété surviennent bien souvent à cause d'un mauvais démarrage. Dès le départ, les choses à faire n'ont pas été faites ou partiellement faites. Et là, c'est un cumul. Il y a un cumul, et au bout d'un moment, ça explose. Hein. C'est un peu ça l'histoire qui se passe, n'est-ce pas, Hubert Saint-Pierre? Oui, bien en fait, un bâtiment qui est neuf, qui est bien fait, bien construit, qui est étanche, ça va bien pendant 10 ans, 15 ans. Fait que la culture fait qu'on boucle le budget, budget d'opération, fonds de prévoyance, mais quand les grandes dépenses arrivent, pas juste à cause du remplacement normal, mais l'usure crée des dommages ou la petite déficience qui était pas nuisible devient nuisible, c'est que là, tout arrive en même temps et il n'y a pas de préparation. Donc, au jour 1
de grâce, faites l'étude fonds de prévoyance, premièrement, pour sortir du fameux 5 selon la loi. De cotiser 75-100 $ par condo par mois, minimum. Au moins, si l'argent s'accumule, je vais vous dire, il y a beaucoup d'administrateurs qui arrivent là de bonne foi, avec une bonne volonté, avec une rigueur, mais ils sont comme ça parce qu'il n'y a pratiquement rien dans le budget. Donc, ils se mettent à faire une gestion de ce que j'appelle la petite gestion. Ils ne s'en sortent pas, à moins de convaincre l'ensemble des copropriétaires de dire qu'il faut qu'on augmente significativement les frais de copropriété pour être capable de s'en sortir. Ça passe par là, c'est sûr et certain. Sinon, on oublie l'entretien préventif, on cache les dégâts, on minimise les réparations, on se ferme les yeux. Tout le monde a ces réflexes-là. Il faut sortir de ça. Puis la loi, quelque part, va forcer ça. D'ailleurs, le 5 du fonds de prévoyance est devenu presque, j'ai entendu ça tellement souvent, mais c'est devenu dépassé. C'est plus in du tout, cette histoire-là de 5 Mais M. Cellier, le 5 ça n'a jamais été la loi. Je sais. La loi, c'est le montant qui est nécessaire et minimum 5 des charges communes. Alors, ce n'est pas 5 la loi. Non, c'est qu'en fait, il y avait une confusion dans l'article. Vous me corrigez si je me trompe, M. Papineau. On parlait de 5 mais ce n'était pas le 5 Ce n'est pas le 5 mais on parlait de 5 Alors là, il y avait une confusion. Les gens pensaient que 5 c'était le minimum, c'était la base. Eh oui. Voilà. Il y a 95 du monde qui pensait que c'était le 5 Fait que là, c'est ça. Le promoteur, le premier, celui qui crée le syndicat, il livre l'administration, il sert l'administration avec un budget d'opération. Puis en bas de la ligne, il marque, by the way, 5 J'ai déjà dit à un promoteur, moi, c'est pas, comme dit Maître Papineau, c'est pas 5 Ah, je suis la loi. Oui, mais c'est minimum 5 Donc, les gens pensent qu'ils sont en loi en faisant strictement 5 mais pendant 15 ans, ça ne paraît pas. Le banque a gagné. Et quand les dépenses arrivent, que là, on s'aperçoit que c'était passé. D'ailleurs, cet article de loi là, sur le fonds de prévoyance disait, en fait, l'étude du fonds de prévoyance, si je ne m'abuse, existait avant l'obligation à venir de l'étude, parce que dans cet article de loi, on parlait du 5 qui n'est pas le 5 qu'on pense, puis on parle aussi de faire, de calculer ce que ça prend, de calculer ce qu'il faut mettre dans le fonds de prévoyance. Là. Exact. Alors, donc, et je vais vous dire, on l'a cherché, à un moment donné, on a eu un comité qui, avec la Chambre des notaires, le ministère de la Justice, et on s'est aperçu que le bon chiffre, c'est n'importe quoi entre 1,5 et 1,5 de la valeur de l'immeuble qu'il faudrait mettre dans le fonds de prévoyance. Ce n'est pas 5 du fonds d'opération. Non. Jean-François Pelland, vous devez en avoir des syndicats modèles parmi vos assurés. Là. Vous devez en avoir des syndicats qui font ça là, à la lettre, à la scène, qui sont impeccables. Oui, il y en a. Oui, ça existe, puis on le voit beaucoup avec la loi 141. La loi 141, pour plusieurs copropriétés, ce n'est pas une si grosse bouchée que ça. C'est des choses qui étaient déjà en place, qui avaient des études de fonds de prévoyance et des copropriétés qui les avaient déjà. Les évaluations professionnelles de coûts de reconstruction, c'est des copropriétés il y a beaucoup de copropriétés qui roulaient déjà avec ça. Donc, il y avait des bons pères de famille, des gens diligents, prudents au niveau des administrations qui font en sorte que même des fonds d'auto-assurance, c'est quelque chose qui avait d'une certaine façon en place, ou en tout cas, ils étaient capables de budgéter puis de ne pas systématiquement tomber sur des contributions spéciales. Il y en a d'autres, par contre, effectivement, qui partent de beaucoup plus loin, puis ça, il y a les deux. Là. On devrait créer le syndicat de copropriétaires du mois, là, comme on fait dans certaines entreprises là, où on félicite là, les modèles. Là, vous devez connaître, M. Papineau, des syndicats modèles parmi vos clients aussi. Il y en a beaucoup. Moi, je suis un petit peu malheureux quand j'entends que la copropriété, c'est infernal, c'est pas bon. Moi, j'habite en copropriété depuis plus de 20 ans et je suis super heureux. Je ne veux pas aller dans une maison, je ne m'haïs pas assez pour ça, là, mais il y a des gens heureux dans des maisons. L'idée, c'est de trouver un syndicat bien géré avec des gens qui comprennent le principe. Malheureusement, un appartement,
en copropriété, il faut mettre de l'argent dans le fonds de prévoyance, puis il va y avoir des dégâts d'eau. Donc, tu sais, Jean-François me disait, il y a des syndicats, le fonds d'auto-assurance, c'est pas une nouvelle, ils l'ont depuis 10 ans. Mais ils appelaient ça le fonds des dégâts d'eau ou ils appelaient ça le fonds d'imprévu. C'est pas une nouveauté là, qu'on a des dégâts d'eau maintenant, ça a toujours été. Alors, moi, quand j'entends les gens dire, ben là, il va falloir faire une étude de fonds de prévoyance, regarde, tu aurais dû la faire dès le départ. C'est pas une nouveauté, là. Mais Papineau, certaines copropriétés ont le bonheur, la chance d'avoir au conseil d'administration des professionnels, par exemple des avocats, des professionnels du bâtiment, ingénieurs, architectes. Est-ce que vous êtes déjà... Est-ce que c'est vraiment une chance d'avoir des avocats ou des ingénieurs? Je ne suis pas certain, là, mais... Ah, ça peut se retourner contre... Ouais, ça peut devenir... ouais, ça peut être nocif aussi, mais dans votre cas, comme vous êtes une personne saine d'esprit, vous êtes-vous déjà impliqué dans votre copropriété en tant qu'administrateur? Non, mais je leur ai dit, puis ça me fait bien plaisir. Moi, ils me téléphonent régulièrement ou je les vois, ils me le demandent. Ouais. Mais vous savez, j'ai beaucoup de difficultés, moi, à entendre les gens qui disent « Oui, mais on n'a pas d'informations. » Condo légal, c'en est une source. Oui, les petits livres, le condo, tout ce qu'il faut savoir, administrateur de condo, des livres qui coûtent 14,95 $. Il y a le site de la Chambre des notaires aussi, François, qui s'appelle copropriété, je ne sais pas quoi, là, qui donne de l'information. Allez sur Internet, de l'information, il y en a plein. Le CAIJ, C-A-I-J, a acheté les droits de certains livres et les mettre publiquement, gratuitement, à la disposition du public. Alors, regardez, c'est pas vrai qu'on n'a pas d'informations, là. Il y en a plein. Effectivement. Mais est-ce justifié de dire que certaines personnes ne savent pas où aller chercher cette information? Là, vous leur dites, c'est bien, mais souvent, les syndicats ne savent pas où donner de la tête. Donc, c'est bon de leur dire que condolégal.com, ça existe, que le CAIJ existe, que d'autres ressources existent, effectivement. Et je vous recommande fortement, et là, je prêche pour ma paroisse, là, d'aller sur condolégal.com parce que vous avez là vraiment un outil d'information, vous disposez d'un outil d'information complet, que ce soit dans le domaine syndicat, fiches pratiques, gestion, assurance, travaux, vos droits. Vous avez là des vidéos également. Enfin, c'est une mine d'informations. Allez-y, c'est vulgarisé, ça se lit très bien. C'est parfois des textes qui sont longs, mais qui répondent vraiment à des demandes précises et qui évoquent des cas vécus. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, je ne sais pas si on voit en ce moment condolégal.com, je ne partageais pas l'écran. Je ne crois que je ne partageais pas l'écran. Je vais juste le refaire. Je vais juste le refaire. C'est important que vous le voyez. C'est vraiment important. On va y aller ici. En fait, vous l'avez déjà vu. On en parle à chaque émission. Mais voyez, ici, vous avez dans la section achat les fiches pratiques, l'achat d'un condo. Vous avez, vous voyez ici, si on descend, guide d'achat du condo. Alors, si vous allez dans la section syndicale, fiches pratiques, vous avez la déclaration de copropriété. Qu'est-ce que c'est une déclaration de copropriété? Création d'une copropriété divise. Vous avez la destination de l'immeuble. C'est important de savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'un syndicat de copropriétaires? Vous allez dans la section gestion. Et là aussi, vous allez trouver, qu'est-ce qu'un gestionnaire de copropriété? C'est vraiment important. Certaines copropriétés, plusieurs copropriétés auraient intérêt à réfléchir à l'hypothèse de mandater un gestionnaire de copropriété parce que c'est une ressource inestimable qui peut vraiment vous aider, vous guider, vous amener à bon port, puis vous faire prendre la bonne direction. Notamment les copropriétés qui sont mal parties, qui ont mal démarré. Enfin bref, c'est tout le temps qu'on avait. Ça fait 1 heure. C'était vraiment intéressant. Je remercie mes invités, Maître Yves Papineau, avocat émérite, d'avoir participé à l'émission. Merci. Merci à Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Merci. Portez-vous bien, Valérie, c'est important à la santé. Hubert Saint-Pierre, ingénieur en bâtiment chez Saint-Pierre Associés. Merci infiniment d'avoir été là. Bienvenue. Jean-François Pellan, courtier en assurance de dommages chez Gaudreau Assurance. Merci infiniment. C'est donc tout le temps qu'on avait. La semaine prochaine, on revient mercredi 19h en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Merci. Au revoir. Bonne fin de soirée. Bonne soirée.